Bonjour à tout le monde, bienvenue du coup dans cette conférence. Donc, je suis Pierre Baudraco, président de Bluemind, l'éditeur Bluemind, mais ici à titre du président du Hub Open Source de Systématique, qui est un pôle de compétitivité créé en 2005. Et au niveau du Hub Open Source, en fait, on anime un écosystème open source de professionnels, d'académiques au niveau d'Île-de-France et d'ailleurs un peu plus élargi puisqu'on a pas mal d'acteurs nationaux, voire des fois internationaux. Et notre rôle, c'est d'aider les sociétés à se développer, d'animer l'écosystème. Et donc, on organise différents types d'activités ou de conférences. On est co-organisateur de cet événement, ici, Open Source Experience. Et on fait différents types d'ateliers sur les modèles économiques, les aspects juridiques. On fait des livrables, des livres blancs, des livres bleus sur différents sujets autour de l'open source. En ce qui nous concerne ici, donc, on est dans un atelier Open Source Business Lab, qui est un cycle d'ateliers qu'on a lancé il y a 3 ans maintenant, dont l'idée est assez précise, c'est d'essayer de montrer la réalité d'entreprendre en open source. En gros, pour répondre aux questions concrètes, lorsque vous avez un projet et que vous avez envie de créer du logiciel en open source et d'en vivre, donc de le commercialiser, de voir un petit peu ce qui se fait et d'avoir des retours d'expérience des gens qui l'ont déjà fait. Donc de voir un peu le parcours, qu'est-ce qu'on a essayé, de quoi on vit, on vend du support, on vend de la souscription, quel modèle on a essayé. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui marche pas et d'avoir des retours concrets, puisque entre la théorie et la pratique, il y a souvent une différence. Et lorsque vous lancez une société ou un projet, eh bien, il y a toujours le sujet de payer les salaires à la fin du mois et comment on arrive à pouvoir vivre et être pérenne. Autre type d'activité, au niveau du Hub Open Source, voilà, donc on avait fait une série d'ateliers sur les alternatives à VMware. Ça tombe bien, on a un des acteurs qui est ici. Des conférences, on a animé Pi Paris, des conférences sur Rust, donc sur la supply chain. Donc les activités au niveau du Hub sont assez variées. Si ça vous intéresse, il y a un stand systématique à côté. Vous pourrez venir nous rencontrer et poser des questions. Alors, sur ces ateliers, et je viens de les présenter. Donc, on va avoir la présentation. Alors, normalement, de 3 éditeurs, on n'arrive pas à avoir le troisième. On espère qu'il arrive le temps que Elisa et Olivier font leur exposé. Donc, ils vont vous raconter, en gros, leur parcours, des éditeurs assez remarquables. Et ce que je viens de dire, c'est que ces ateliers sont là pour répondre à la question « Quelle stratégie ? Comment je valorise ? Comment je vis si je veux devenir éditeur ?» Très souvent, on voit des gens qui ont démarré par un projet, je fais un projet, et puis ça devient intéressant, ça intéresse un deuxième client, et donc on se dit pourquoi pas en faire un produit. Et en fait, la différence entre un projet et un produit, elle est colossale, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même façon de coder, de voir tout, et donc on va avoir un retour concret par rapport à ça. Donc, on ne va pas faire TechLib tout de suite. Et donc, je vais passer la parole à Olivier Lambert de Vates, président de Vates. Merci Pierre. Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier, PDG et cofondateur de la société Vates, qui n'est pas toute jeune aujourd'hui. On a été créé en 2012. Donc je dis cofondateur parce qu'on est 3 associés à parts égales dans la société, ce qui est quelque chose que j'ai trouvé plutôt important avec le recul. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc nous, on est éditeur, purement éditeur. On édite une solution de virtualisation. Alors aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu chaud, on va dire, avec ce qui se passe côté VMware. Donc on est une alternative, si vous voulez, un remplaçant à VMware. Aujourd'hui, donc je les ai créés en 2012. On a créé des produits un petit peu au fur et à mesure. C'est aussi important et je pense que ça montre le côté non planifié parfois de certaines choses. Ce qui est un petit peu curieux chez nous, c'est qu'on n'a pas commencé en tant qu'éditeur, on était intégrateur d'open source. On a commencé à gagner notre vie comme ça, donc en intégrant, en faisant du service autour de l'open source. Et puis pour nos propres besoins, on a commencé à développer un premier produit qui s'appelle Xen Orchestra et qui est un peu, comme son nom l'indique, un orchestrateur pour des machines virtuelles. Et on s'est rendu compte qu'il y avait du besoin autour de ce produit. Et on est devenu
finalement éditeur au bout de 2 ans et demi d'existence. Donc on a chamboulé déjà pas mal de choses, on n'est pas né éditeur. Et on a lancé un premier produit open source qui nous a donné une certaine expérience sur comment effectivement en vivre et comment le vendre. Donc je vais le détailler un petit peu après. Aujourd'hui Vates, en équivalent temps plein, on n'est pas loin des 70 personnes. On a 2 filiales en plus de la maison mère en France, une aux États-Unis, une en Italie. Pour vous donner quelques chiffres, notre modèle il est 100% basé sur du récurrent, c'est du support, service sur les machines sur lesquelles vous déployez la solution. On est en très forte croissance en ce moment, merci Broadcom, il n'y a pas de mystère. On est aux alentours de 5 millions en récurrent, parce que dans un business récurrent on parle souvent en récurrent annuel, donc ARR c'est le récurrent annuel. On est aujourd'hui complètement open source, on ne peut pas connaître exactement le nombre d'utilisateurs dans le monde avec précision, parce qu'on n'espionne pas tout le monde, mais on a une idée quand même sur nos forums communautaires qui utilisent notre solution. On a dans les 15 000 utilisateurs au bas mot qui utilisent notre solution à travers le monde. On a une petite particularité chez Vates, c'est qu'on est assez peu tourné vers la France. Finalement, on n'est pas prophète en notre pays. On est à plus de 2/3 aux États-Unis. C'est là où il y a la croissance à l'heure actuelle. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Aujourd'hui, on atteint à peu près les 1000 clients dans des zones très variées, mais avec une concentration très forte. Le premier de très loin, c'est la zone des États-Unis, tout simplement. Donc, on a j'aime bien dire on a 2 jambes un petit peu chez Vates dans notre conception générale d'un produit. Il y a l'approche entièrement communautaire, donc là on parle vraiment de licences très copyleft, la GPLv3 notamment, donc c'est quand même des licences qui nécessitent, pour rappel, si vous utilisez même en SaaS, vous êtes obligé, même si vous ne redistribuez pas le logiciel, de redistribuer toute modification. C'est la différence entre la AGPL et la GPL, donc c'est très copyleft, mais c'est aussi très protecteur pour nous, parce que ça nous assure que si une entité tierce veut éventuellement utiliser notre logiciel pour le vendre en SaaS, sera obligé de donner les modifications qui sont faites avec. Donc cette communauté, pas d'open core, tout est ouvert, c'est très libre d'accès, c'est des power users, c'est des home labers, donc c'est des gens qui ont des machines un peu dans leur garage, ils construisent la solution depuis GitHub, ils téléchargent, ils build, il y a tout qui fonctionne, il y a un forum communautaire où les gens se retrouvent. Ceux-là, ils ne rapportent pas d'argent, c'est très clair, mais ils sont des ambassadeurs, des testeurs, des porte-voix de notre projet. Quand vous avez un YouTuber à 200 000 abonnés qui va faire des vidéos parler de votre solution, eh ben, c'est une énorme économie par rapport à un budget marketing équivalent. Et surtout, vous avez une perception des utilisateurs qui est très positive. Surtout quand en face, vous avez un gros méchant comme Broadcom, bah, ça vous positionne, si vous voulez, avec un énorme avantage. La deuxième approche qui nous permet de vivre, puisque la première ne nous permet pas de vivre, c'est l'approche clé en main dans un environnement qualifié, testé, validé. Et c'est ça qu'on vend. Alors nous, c'est un peu particulier, on s'adresse principalement à des gens qui viennent de VMware, donc c'est des gens qui ont l'habitude de travailler sur un modèle purement commercial, donc ils ne se posent même pas la question finalement est-ce qu'on est open source ou pas, ils cherchent une solution qui fonctionne. Bon, il s'avère que ça fonctionne et que la solution marche bien, ce sont des Américains, donc le fait qu'on soit français ça n'a aucun intérêt pour eux, donc là, on est vraiment dans l'aspect commercial et là, il y a un travail à faire et ça, c'est très important à comprendre. C'est qu'on doit développer un produit, comme ça a été dit par Pierre, c'est-à-dire il faut que ce soit quelque chose d'identifiable, d'identifié, qui a une vraie valeur ajoutée. Et finalement, le discours de l'open source, ce n'est pas un argument majeur pour ces gens-là. Après, j'en conviens, nous, on est dans une situation un peu particulière, mais on arrive à garder notre esprit open source alors que finalement, nos clients, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais presque. Voilà, donc ça, c'est une chose intéressante. Donc je dis, il y a bien 2 visions, il y a la vision communautaire et il y a la vision produit et service. Et c'est ça qui est important pour ces clients. Et donc ce qu'on veut faire, nous, chez Vates, c'est ce qu'on arrive à faire, c'est d'avoir le meilleur des 2 mondes. C'est de profiter de l'aspect complètement ouvert, tout en ayant une forte croissance à titre de revenus sur notre offre commerciale. Donc, c'est un petit peu ce que je vous ai dit en résumé, mais pour détailler un petit peu, voilà, comme je disais, si vous êtes utilisateur communautaire, vous n'avez aucune limitation de fonctionnalité, vous allez sur GitHub, il n'y a pas de version stable, il n'y a pas de support professionnel, on ne maîtrise pas l'environnement dans lequel vous buildez la solution, on va dire. Donc ça veut dire que si vous utilisez une version X ou Y qui n'est pas adaptée, ça peut vous exploser au visage. Ça peut. Après, on vient vous aider sur le forum communautaire. Ça aussi, c'est une notion importante. La communauté, elle ne va pas forcément s'agrandir d'elle-même toute seule. Il faut être présent. C'est-à-dire que même aujourd'hui, moi, je participe beaucoup à aider des gens et à participer à la communauté jusqu'à atteindre une masse critique
où les gens vont s'entraider entre eux, mais il y a toujours besoin de démarrer un petit peu. C'est pas juste laisser le code ouvert et créer un forum et se dire tout va marcher tout seul. Ça marche pas comme ça. Il y a un vrai effort à faire pour que la communauté, elle démarre et elle puisse finalement s'auto-entretenir par la suite. Donc, c'est vraiment cet aspect offre communautaire. L'offre produit, là, on est même capable de faire des tiers dans les fonctionnalités. C'est pas grave, puisque c'est une version clé en main. Et finalement, si vous n'êtes pas satisfait le fait que vous n'ayez pas toutes les fonctionnalités, vous pouvez les builder d'un point de vue communautaire. Mais un utilisateur, encore une fois, qui vient du monde VMware, qui vient d'un monde classiquement commercial, il s'en fout complètement. Tout ce qu'il voit, c'est que s'il veut le meilleur produit, il faut qu'il paye plus cher. S'il veut le meilleur service, il faut qu'il paye plus cher. Donc c'est vraiment comme un produit commercial lambda. La licence n'entre même pas en jeu finalement dans la discussion. C'est un bonus, parce qu'on peut le vendre comme un bonus, mais ce n'est pas l'élément décisionnel principal. Donc je pense que c'est important de garder ça en tête. C'est un plus de faire l'open source, mais ce n'est pas la base pour faire un produit commercial pour être capable de le vendre. C'est rarement l'argument numéro un. Le dernier morceau qu'on commence à mettre en place chez nous, c'est l'aspect service supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, on a un support récurrent qui nous apporte un business récurrent qui est très bien. Mais les gens attendent, surtout dans notre milieu, d'être aidés, d'être assistés pour faire la migration. Ils ne veulent pas être laissés tout seuls. Et ce qui nous différencie un petit peu des autres, c'est le fait d'avoir cet accompagnement, de fournir cette expertise autour du logiciel. Donc, on est éditeur, ça nous donne une légitimité pour avoir ce service, et ça c'est important, et c'est la force de l'éditeur, c'est que vous êtes expert dans la solution. On peut copier votre code, mais on ne peut pas copier vos développeurs. C'est surtout dans ce qu'on est quasiment deep tech, sur la partie hyperviseur, c'est du savoir-faire, ça coûte cher. Il faut recruter les gens, c'est de la R&D, c'est du boulot, mais en échange, ça vous rend très compétitif, et finalement, forquer du code, certes, ça peut se faire, mais s'il n'y a personne pour le maintenir derrière ou pour faire du support, en fait, vous êtes difficilement copiable tout en étant complètement ouvert. C'est ça qui est, je trouve, attrayant. Bon, ça, c'était juste pour vous donner une idée du modèle commercial. Faire simple, c'est aussi un élément différenciant. Chez les concurrents, c'est souvent par socket, par cœur, par mémoire, machin. Nous, on a dit par machine que vous avez, physiquement, vous pouvez toucher, quelque chose de tangible, vous payez un prix par an. Voilà, tout simplement. C'est un élément différenciant, mais là, vous voyez, c'est un argument qui est purement commercial. Il n'y a pas de notion d'open source qui rentre à l'intérieur de ça. Ah, slide légèrement flou. Plissez bien les yeux. Moi, je vais arriver à lire. Moi, je peux vous le lire à haute voix. Ah ben c'est bon. Très bien. Donc, pour connaître un petit peu le contexte, qui développe les logiciels? Donc, je vous ai dit, on a globalement 2 logiciels, avec Xenorchestra et XCPNG. C'est des noms barbares, on a tout rassemblé dans une seule offre. C'est beaucoup plus simple commercialement. Sur Xenorchestra, c'est nous qui l'avons développé. Donc, on a l'expertise sur 100% quasiment du code. On a des petites contributions. On a fait un énorme effort pour qu'il y ait des contributeurs. Ça, c'est quelque chose d'important à noter. Les contributions ne viendront pas d'elles-mêmes, que ce soit d'abord juste sur les forums, mais aussi sur le code. Il faut emmener les gens vers. C'est-à-dire que votre base de code, elle peut être complexe, elle peut être difficile à rentrer. Donc, quand quelqu'un vient faire quelque chose, même si c'est nul, il faut pousser la personne. Donc, c'est lui donner le crédit. Par exemple, on va avoir une pull request, c'est très bien, ça va pas du tout, mais au lieu de dire c'est nul, désolé, c'est on va vous aider. Si on voit que la personne n'a pas le niveau ou n'est pas capable, on va le faire nous-mêmes, mais garder le crédit à la personne et lui dire merci à la fin. Parce que ça va encourager à contribuer, à revenir, à faire mieux la prochaine fois. Donc il y a un vrai effort à faire et ça coûte du temps, mais derrière, vous êtes gagnant sur le long terme. Sur XCPNG, c'est un fork, à l'origine c'est un produit de chez Citrix, donc on se l'est approprié, ça prend du temps. Quand je vous disais forquer le code, c'est facile, mais derrière le maintenir, ça a été embauché presque quasiment 15 personnes entre le moment où on a fait le fork et aujourd'hui pour maîtriser la plateforme. On commence juste à être capable de faire vraiment entièrement nos propres décisions sans dépendre de personne, donc c'est un vrai effort. Le déploiement, c'est nous qui le faisons, même si on commence à avoir des programmes de certification. On vend quand même beaucoup en direct chez Vates et c'est souvent les gens qui viennent nous voir. On a un modèle très inbound, comme on dit. Les gens viennent nous voir, nous contactent. Bonjour, je suis sur VMware, j'aimerais passer à autre chose. Le support, c'est nous, mais encore une fois, petit à petit, vu qu'on a une forte croissance, on essaye d'aller plutôt vers des partenaires. Mais vraiment, sur l'aspect open source, comme je disais, c'est une communauté. On passe beaucoup d'efforts à l'entretenir et elle nous le rend bien. Et enfin, dernière slide pour vous donner un petit peu un retour sur le business model de l'open source. Quand on a fait notre première solution, c'est Xenorchestra, on a eu un modèle qui était pas hybride dans le sens où c'était complètement ouvert, mais il y avait, comme je vous ai expliqué, cette version clé en main, accessible facilement, déployable facilement, mais
avec une version d'essai limitée dans le temps, etc. De l'autre côté, vous avez la version GitHub, vous pouvez tout faire. Et ben, ce modèle-là a bien marché parce que les entreprises avec un modèle commercial ont cherché à prendre la version clé en main, ne se sont pas posé la question de se dire je peux le builder moi-même, mais sauf qu'il n'y a pas de version stable, etc. Donc ça a été un succès. Il y avait de la valeur en plus du support. Il y avait le côté c'est testé, validé, déployable facilement. Donc vous voyez, la valeur, elle n'est pas que dans le code, elle est vraiment dans tout ce qu'il y a autour. Quand on a sorti le fork de notre plateforme de virtualisation dans un produit à part avec uniquement du support, avec aucun différenciant, vous pouvez le télécharger depuis le site web, support, pas support, c'est la même expérience, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que quelle est la valeur finalement de payer du support pour quelque chose que je peux avoir et qui marche? Et là, vous avez un vrai problème parce que si vous faites un produit qui marche bien, les gens se disent bah, ça marche bien, j'ai pas besoin de faire de support et finalement, vous pouvez plus financer le produit et du coup, vous commencez à avoir des problèmes. Et quand vous avez un désalignement ou en disant bah, il faut que ça marche pas pour que les gens le prennent, il y a un problème. Clairement, ça va pas. Et donc, notre décision, ça a été de fusionner finalement tous nos produits dans une seule offre dans laquelle il y a cet aspect clé en main, il y a le produit Xen Orchestra, il y a tout ça au-dessus et là, ça marche. Parce que déjà, l'offre, elle est simplifiée, on a fait un bon boulot d'un point de vue commercial, on a fait un produit simple, et là, ça fonctionne. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs manières de faire. Alors après, je parle de mon expérience, ça ne couvre pas forcément tous les cas d'usage, mais on voit très clairement la tendance qui ressort. Il y a un effort de perception de valeur qui va faire finalement comme n'importe quel produit, avec l'avantage qu'on a de faire de l'open source, mais finalement, ça ne doit pas être une crainte, puisque ça n'entre pas réellement dans les potentiels problèmes que vous pouvez avoir par rapport à votre business. Et pour terminer, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on convertit à l'open source sans que ça soit notre argument principal. Moi, j'en suis très content, j'en suis même fier, c'est d'arriver à faire passer à des gens à l'open source sans qu'ils en aient vraiment ni conscience, ni réellement cru que c'était quelque chose d'important. Ils vont le découvrir, il n'y a pas de problème, mais le résultat qui compte, aujourd'hui, c'est ça, c'est d'arriver à les convertir. Et en restant sur nos valeurs, d'être entièrement open source, d'avoir un logiciel entièrement ouvert qui permet d'avoir une super communauté qui va passer le message autour. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Alors, l'année dernière, ou il y a 2 ans, on avait déjà fait cet atelier avec 4 autres éditeurs. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment des choses qui reviennent. Typiquement, on entendra après la conférence d'Elisa, mais le fait qu'un produit, ce n'est pas un code source, qu'entre le code source et le produit, il y a une énorme différence, que le produit s'adapte au client et le code source, il parle au technicien, que ce qu'on entendait aussi beaucoup, puisqu'on a vu Centréon, il y a eu Blueman, il y a eu Centréon, il y a eu Factor et XWiki, c'est que vivre que du support, ben, j'ai pas encore vu un éditeur qui m'a dit ça marche en open source, et donc voilà, une solution très bien. Comme TechLib ne pourra pas venir, du coup on a un petit peu plus de temps. Ce que je vous propose, c'est peut-être prendre 2-3 questions avant de dédier à Olivier, avant de passer à Elisa. Donc si vous avez des questions. Bonjour. Allô, c'est bon, ça passe? Ah oui, nous, on va pas l'entendre. Ok. Justement, le fait d'être sur la crête entre le côté modèle commercial libre. Comment vous intervenez dans les forums ouverts de la solution téléchargeable complètement? Vous avez indiqué qu'il fallait être au début à l'amorçage, mais est-ce qu'il faut être là tout le temps présent? Et la petite question que je me pose, c'est que si jamais il y a des avis négatifs parce que de non-compréhension de quelque chose, etc., est-ce que vous êtes là toujours présent pour rectifier sans donner l'impression d'être le gendarme et d'avoir le discours commercial? Voilà. Sur cet aspect-là, je suis assez curieux de voir comment vous fonctionnez. Si j'ai compris la question, c'est un petit peu la perception qu'on peut donner en étant un petit peu hybride entre deux mondes. Oui, mais en plus précisément sur le forum communautaire. Comment intervenez-vous? Est-ce que vous intervenez encore maintenant dans la durée, j'imagine, de ce que vous avez dit? Et comment, ça peut être logique un peu de community manager, on pourrait dire ça un petit peu là-dessus. Quand vous avez des avis négatifs, je vois cet aspect-là, où il faut défendre un peu votre produit alors que vous êtes dans un cadre où il n'y a pas le produit. Enfin, voilà, alors je vois la question, c'est effectivement comment on travaille avec la communauté, notamment sur nos forums communautaires, sur parfois des éventuelles impressions négatives et aussi j'imagine d'arriver à
rester, à garder nos valeurs, alors qu'on pourrait avoir des perceptions ou même des gens sur les forums qui vont abuser peut-être aussi de la communauté. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver où des gens vont demander un niveau de service sur le forum communautaire qui n'est pas compatible en disant voilà, j'ai 2 gigas de log, trouvez-moi le problème. Ça arrive. Le travail il est délicat et c'est vrai que pour l'instant je suis encore le community manager en plus de mes autres casquettes. Il se trouve que si, déjà, la façon de communiquer vis-à-vis de la communauté, il ne faut pas répondre sèchement en mode prenez du support, voilà, c'est de la production, point. Il faut faire preuve de diplomatie, il faut dire là, ça demande beaucoup de travail, on n'a pas de disponibilité malheureusement, mais j'espère que quelqu'un dans la communauté pourra vous donner un coup de main. J'imagine que peut-être ça et ça, vous pouvez l'essayer. Donc voilà, les avis négatifs, il y en aura toujours, mais on n'en a pas tant que ça finalement. Il n'y a pas vraiment de... Le fait de rendre une communauté non toxique, ça nécessite d'être très présent. Déjà, ça, c'est un élément important, c'est de s'assurer que les éléments qui vont arriver en étant insultants ou en disant que votre produit il est nul et que celui du concurrent il est mieux, il y en a toujours. Mais c'est public, tout le monde peut le voir, donc il faut avoir... C'est comme un community manager d'une grande marque finalement. Sur les réseaux sociaux, il faut avoir un talent de diplomate pour s'assurer de ne pas passer pour un gros con. Hein, voilà, c'est l'enjeu. Et c'est pas facile, mais petite note, je suis identifié, j'ai un badge, je suis le CEO, les autres gens de la société sont identifiés par un badge, ils sont de Vates. Donc quand quelqu'un parle, déjà les gens savent à qui il s'adresse. Ils savent si c'est un autre membre de la communauté ou si c'est quelqu'un de l'entreprise. Et donc déjà on évite des potentiels doubles discours ou des quiproquos, ce genre de choses. Donc il y a des petits trucs et astuces à savoir pour s'organiser et organiser une communauté pour pas que ça vous explose à la figure. Ça nécessite des efforts, mais ça se fait bien. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à une communauté nombreuse, non toxique, et quand quelqu'un commence à dépasser les bornes, d'autres membres de la communauté vont leur dire qu'il dépasse les bornes sans qu'on ait besoin d'intervenir. Mais on a dû donner le tempo au départ, on a dû dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc, il y a quelques forums de discussion où il y a marqué là c'est pas acceptable, je ferme, désolé, les insultes c'est non. Voilà. Et en fait on doit cadrer, et une fois que c'est cadré, que la règle elle est comprise par tout le monde, après ça se passe bien. Une dernière question, enfin une deuxième mais dernière. Non. Ah. Oui, je voulais savoir, la communauté se développe sur quelle plateforme en fait? La communauté, elle a quoi, pardon? Votre communauté se développe sur quelle plateforme? Alors, c'est une bonne question. Les plateformes. Ah oui, sur quelle plateforme se trouve notre communauté? Là, il y a des choix forts à faire dès le départ en fonction de votre cible. Nous, on cible des administrateurs réseau et système la plupart du temps qui ont plus de 40 ans. Et donc, le forum, c'est une bonne plateforme. Si vous avez une communauté plus jeune, ils vont vouloir aller sur du Discord, par exemple. Donc, moi, j'ai connu les forums, le début des forums au début des années 2000, donc j'ai fait un forum. Voilà, c'est le classique. J'aime beaucoup parce que c'est plus facile de s'y retrouver. Enfin, voilà, chacun ses préférences. Mais aujourd'hui, le forum est vraiment le centre névralgique de la communauté. Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a effectivement sur le site de la plateforme de virtualisation open source, xcpng.org/forum, il y a le forum de la communauté. Il y a toujours une question de dire, maintenant qu'on vend un produit qu'on brande plutôt Vates, est-ce qu'on ne veut pas faire un forum Vates? Mais en vrai, non, parce qu'on souhaite quand même garder une identité liée au produit et pas forcément à l'entreprise pour la communauté. On ne parle pas de la même manière à un client qu'à un membre de la communauté. Les membres de la communauté, ils font bien le distinguo entre Vates, la société derrière nos produits, alors que les gens qui ne viennent pas de la communauté, qui viennent pour acheter, eux, c'est Vates et le reste, ils s'en foutent. Donc, c'est un .org et c'est un forum de discussion qui est ouvert. Donc, c'est beaucoup plus facile qu'un .com du nom de la boîte, par exemple. Donc, voilà. On l'héberge chez nous, on l'a créé, voilà, tout à fait. Merci. Bien, Olivier. On aura peut-être d'autres questions à toute fin, on verra. Je propose de passer la parole à Elisa de Beldon qui va nous expliquer un peu le parcours et de ce qu'est Beldon. Merci Pierre, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ok. Donc je m'appelle Elisa, je suis responsable commercial et marketing. Et donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez Beldon Communication.
Donc chez Belldon, on est à la fois éditeur de logiciels et fournisseur de technologies. Donc on développe une solution de communication par Internet qui propose de la voix sur IP ou VoIP, de la messagerie instantanée, de la visioconférence. Et cette solution, elle repose sur plusieurs logiciels open source, donc une application qui s'appelle Linphone, qui est le logiciel le plus connu historiquement de l'entreprise, qui est beaucoup plus connu pour nous que le nom de l'entreprise, contrairement à Vates. Qui repose sur un SDK, une librairie de voix sur IP qui s'appelle LibLinphone, et toute une suite serveur pour permettre aux applications de communiquer entre elles qui s'appelle FlexiSIP. Donc tous ces logiciels sont basés sur des protocoles standardisés. C'est vraiment l'ADN de notre entreprise. C'est la double ADN, c'est l'open source et les protocoles standardisés. Donc notamment le protocole SIP, qui est le protocole de téléphonie le plus utilisé encore aujourd'hui en entreprise. Donc je vous invite à aller voir notre GitLab Belldon Communication pour retrouver le code source de nos logiciels. Donc la société, elle a été créée en 2010 à Grenoble par 2 associés dirigeants, donc notamment Simon Morla, qui est en fait l'auteur originel de Linphone, et Jean Monnier, qui était son collègue chez HP pendant 10 ans avant de décider de monter la société. Donc le projet Linphone, au départ, c'est vraiment un projet individuel. C'est la volonté de Simon, jeune stagiaire chez HP, en 2001, trouver une alternative open source à Skype. 2001, c'est le tout début des sophones, de la voix sur IP logicielle. Et donc il se dit, ça m'embête d'utiliser un logiciel propriétaire, je vais développer un logiciel open source pour Linux. Donc est né Linux Phone, Linphone. Voilà. Pendant 10 ans, le logiciel, il continue à développer lui-même le logiciel sur son temps libre. Voilà, et il commence à avoir des demandes d'entreprises qui aimeraient bien intégrer cette technologie dans leurs produits en source fermée. Là, il se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, en 2010, il monte la société. Aujourd'hui, on réalise un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, environ avec un prévisionnel de 2,3 millions en 2024. Et au niveau de l'effectif, dont toujours les 2 associés dirigeants du départ, une grosse équipe R&D avec 20 ingénieurs développement logiciel et 6 fonctions support. Et puis on a plus de 300 clients dans le monde, donc beaucoup à l'international, 90% à l'international, principalement Europe, Amérique du Nord et un petit peu Asie. Donc ça peut être soit des opérateurs type, comme British Telecom, comme Swisscom, des acteurs de la sécurité, par exemple Thales, ou de l'interphonie comme Ourmet, ou encore des entreprises qui fabriquent des solutions de communication, par exemple de chat, comme TextMe aux États-Unis. Voilà. Donc, chez nous aussi, 100% du code est open source. Voilà, il n'y a pas de code propriétaire. Il y a une seule version des logiciels. Il n'y a pas de version premium ou freemium. Et on a aussi fait le choix des licences GPL pour les parties clientes et Affero GPL pour les logiciels serveurs. Et ce qui est un petit peu particulier dans notre cas, c'est qu'on distribue ces logiciels sous double licence. C'est-à-dire que le même code source est disponible pour être intégré dans un autre produit, soit sous licence GPL ou Affero GPL, ou alors sous licence propriétaire pour des entreprises, des organisations qui souhaiteraient s'affranchir des contraintes de cette licence GPL qui est contaminante et donc qui voudraient fermer leur propre source. Et ça, c'est vraiment... C'est le cœur de notre business et pour nous, c'est vraiment c'est quelque chose qui est doublement vertueux. D'une part, parce que le fait d'être open source, ça permet donc aux développeurs tiers de voir le code source, de tester, de commencer à développer, de faire un prototype. Et le jour où il est convaincu que la technologie correspond à son besoin, et là, il va acheter une licence de code source. Et pourquoi doublement vertueux ? Parce qu'en fait, tous les développements qu'on va faire parce qu'ils sont financés par ses clients, qui nous commandent de nouvelles choses dans Linphone, qui nous commandent du support, on le fait dans la version open source du logiciel. Donc ça bénéficie aux produits open source. Et ça a été possible parce que dès le départ, nos dirigeants ont vraiment fait attention à garder les droits de propriété intellectuelle sur tout le code source des logiciels. Donc le logiciel, il est développé par l'entreprise. Et quand on a de temps en temps des contributeurs externes qui proposent des patchs, qui veulent qu'on l'intègre dans le logiciel et qu'on le maintienne, eh bien on demande qu'ils signent des contributeurs agreements pour avoir le droit, nous, ensuite, de revendre ce code source dans du code propriétaire. Ça a vraiment été très important et ça fait partie de la réflexion initiale des dirigeants au moment de créer l'entreprise. Pardon. Alors, au niveau du modèle commercial, donc aujourd'hui, on a également une communauté d'utilisateurs individuels bien implantée. Donc, pour vous donner quelques chiffres, donc, il y a plus de 800 000 personnes dans le monde qui ont téléchargé Linphone sur smartphone. Et puis, pour permettre à ces utilisateurs individuels d'utiliser gratuitement l'application, on fournit un service SIP gratuit
qui permet de créer un compte, d'utiliser l'Inphone. Et on a donc plus de 700 000 comptes qui ont été créés depuis le lancement de ce service SIP gratuit. Mais pour nous non plus, ce ne sont pas ces utilisateurs individuels qui nous permettent de gagner notre vie et de faire vivre nos ingénieurs. Nos sources de revenus sont basées donc sur un triptyque. La licence dont je vous parlais tout à l'heure, aujourd'hui, ça représente à peu près 20% du chiffre d'affaires, donc environ 400 000 € de revenus par an. Une grosse partie des revenus qui provient de contrats de support. Alors, j'appelle ça support, mais en fait, ça correspond à la souscription qui va couvrir à la fois des corrections de bugs, mais ça représente finalement une petite partie de notre activité de support. Le gros de ce qu'on appelle du support, c'est la maintenance évolutive de fond du logiciel, c'est-à-dire intégrer les nouveaux standards, faire évoluer le logiciel pour qu'il reste compatible avec les nouvelles versions des systèmes d'exploitation mobiles, par exemple. Donc ça, c'est un gros travail de fond qui n'est pas forcément visible par l'utilisateur, mais qui mobilise une grosse partie de notre travail R&D. Et puis les 20% restants, donc c'est du service. Donc soit du service de conseil, donc ça peut être du conseil par exemple pour définir l'architecture logicielle d'un projet. Ça peut être des services de déploiement des serveurs on-premise chez le client, ou encore de la mise à la marque du client du Softphone Inphone. Voilà. Et on est en train de développer une offre SaaS qu'on va lancer en début d'année avec un objectif de chiffre d'affaires de 300 000 € pour 2025 et on vise 1 million en 2026 avec cette nouvelle offre SaaS. Alors, qui développe? Eh bien, très grande majorité nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nous? Donc, c'est à la fois les salariés de l'entreprise et puis 3 sous-traitants réguliers à leur compte qui vont faire principalement des adaptations spécifiques pour des clients, donc des customisations. Voilà. Donc, on commercialise, on fait le service de déploiement et on réalise le support aujourd'hui. Et puis bientôt, donc, on sera également distribué dans le cadre d'un projet qui est mené par une entreprise tierce qui s'appelle Interstice, qui s'appelle la suite Hexagone, donc dans laquelle on retrouve différents logiciels open source, dont notamment Bluemind, XWiki ou Parsec. Et donc l'Inphone sera intégré dans cette suite en 2025 pour toute la partie communication temps réel, mobile et desktop. Voilà. Et on a également l'objectif pour 2026 de trouver des relais de croissance, notamment pour la partie service. Alors, on n'a pas volonté à développer cette partie service chez Elbedon, au contraire, on aimerait plutôt la réduire. Donc on cherche à développer des partenariats principalement intégrateurs. Donc pour la dernière slide, je voulais vous parler de l'évolution du modèle. Donc chez nous, cette évolution, elle est principalement drivée par la volonté de faire de la croissance. Donc on va dire que les premières années, les demandes, elles arrivaient toutes seules. Donc assez facilement, on a pu générer 1,5 million de chiffre d'affaires avec une équipe de 10-12 personnes. Et puis en 2015, eh bien là, on a fait face à un palier. Alors on n'arrivait plus à générer de croissance, les demandes étaient à peu près constantes, mais on avait du mal à se développer. Donc là, on a, grâce au CIR, au Crédit Impôt Recherche, on a pu continuer à embaucher et notamment avoir de la redondance sur les postes critiques. Ça, c'était vraiment important pour nous d'enrichir l'équipe de développeurs pour pouvoir faire face à d'éventuels départs et être vraiment résilient dans le temps. Donc ça, le CIR nous a bien aidés pour ça, donc pour nous permettre de continuer à innover. Et puis à ce moment-là, on s'est aussi dit qu'on avait une solution finalement complète client-serveur qui était facilement réplicable sur des marchés spécifiques, typiquement dans les communications sécurisées ou dans l'interphonie. On va pouvoir placer les mêmes logiciels qu'on place pour les solutions de communication. Donc on s'est diversifié par ces nouveaux marchés spécialisés. Typiquement sur le marché de l'interphonie, je pense qu'on a 90% des fabricants européens de systèmes d'interphonie qui intègrent nos logiciels pour la voix sur IP. Et on a développé également des fonctions support. Donc là, ça avait vraiment été un tournant dans l'entreprise d'investir sur des postes de communication, de marketing, de gestion de produits pour pouvoir accompagner la croissance. Donc grâce à ça, on a atteint 2 millions d'euros en 2021, on était contents. Et puis, nouveau palier, nouvelle difficulté à croître. Et là, ça tombe plutôt bien parce qu'à ce moment-là, grâce à tous ces investissements qu'on a pu faire par ce triptyque licence, support, développement, le logiciel a bien grandi, il est devenu plus mature, le scope fonctionnel s'est élargi. Et en parallèle, on reçoit de plus en plus de demandes d'organisation et non plus uniquement de développeurs, mais d'organisations qui souhaitent déployer la solution clé en main pour leur téléphonie d'entreprise. Et donc on se dit, c'est le moment de développer ce modèle de revenus récurrents par l'utilisation de nos logiciels. Donc ce qu'on vend dans ce cas-là, c'est de la souscription. Souscription qui garantit à l'entreprise de la sérénité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir investiguer les problèmes qu'ils vont rencontrer.
Une partie service toujours, parce que mine de rien, il y a toujours une partie intégration pour bien fonctionner dans l'environnement existant du client. Et donc cette solution, aujourd'hui, on la propose on-premise, donc on va déployer chez le client. Soit le client a une équipe d'administrateurs réseau compétents pour déployer des serveurs de voix sur IP, et donc ils le font eux-mêmes grâce à la documentation publique, soit on propose nous de le faire. Et on est donc en train de développer cette offre SaaS pour 2025, avec cet objectif d'1 million pour 2026. On y croit. Voilà, j'ai fini pour ma part. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Du coup, moi j'ai une question, c'est la double licence. Pour être sûr que j'ai bien compris, c'est juste pour que si par exemple un client utilise votre SDK dans son propre développement, il n'hérite pas de la GPLv3. C'est juste pour ça. C'est tout à fait ça. En fait, dans nos clients, si tu veux, il y en a... Donc 100% viennent pour l'open source parce qu'ils sont sur le marché développeur, hein. C'est-à-dire des gens qui vont intégrer nos briques logicielles dans des produits tiers à leur marque. Ils viennent pour l'open source parce que ça leur permet de tester, comme j'expliquais tout à l'heure, de faire le projet, etc. Mais derrière, dans 95% des cas, l'entreprise elle va vouloir fermer ses sources. Et si on est sous licence GPL, effectivement, ce n'est pas possible. Donc cette licence, l'unique objectif de cette licence, c'est de donner le droit de ne pas respecter la GPL. Et c'est ça qui nous a permis de commencer. Donc voilà, je parlais de 400 000 €, c'était le cas déjà dès le début. C'est ça qui a permis d'investir dans le logiciel au départ et de commencer à développer. Ça, plus le développement. Au départ, on était très tributaire des demandes pour notre roadmap. En gros, ce sont les projets commandés par les clients qui nous permettaient d'aiguiller notre roadmap. Aujourd'hui, c'est le moins le cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, c'est peut-être une question pour vous deux, parce que tous les deux vous êtes sur du AGPL. Et du coup, est-ce que vous avez constaté ou remarqué des personnes qui abusaient de la licence et qui finalement ne la respectaient pas, et comment vous réagissez par rapport à ça? Oui, pardon. Oui, donc la question c'est est-ce qu'on remarque des personnes qui abusent des licences GPL ou AGPL? Et j'imagine comment on réagit face à ça aussi. Donc oui, clairement. Alors que ce soit volontaire ou pas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais je ne savais pas qu'il fallait reverser mon code ». Ça arrive assez souvent, hein. Mais voilà, on rencontre des entreprises qui intègrent notre SDK et qui ne publient pas leur code alors qu'ils n'ont pas acheté de licence. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Déjà, on les contacte. Et franchement, ça peut marcher. Ça marche. C'est-à-dire on a à peu près 1 licence, 2 licences par an qui se vendent comme ça parce qu'on a contacté l'équipe de R&D en disant « Mais dis donc, vous n'avez pas acheté de licence ?» Voilà. Ce qu'on peut faire en deuxième instance, c'est avoir recours à des services d'un avocat. Ça peut fonctionner dans les pays de l'Union européenne. Nous, on a gagné avec une entreprise qui utilisait notre code en Allemagne. Voilà, on a réussi à leur faire acheter à la fin une licence. C'est beaucoup plus difficile quand on sort de l'Union européenne. Voilà. Bon. Après, j'imagine qu'il y aurait d'autres actions qui seraient possibles, par exemple en prévenant la communauté d'utilisateurs de ses clients, etc. Mais ça demande des ressources importantes. Donc on sait qu'on perd une partie de la vente de licence, c'est sûr. De notre côté, nous, on n'a pas détecté ce genre de cas à l'heure actuelle. Voilà, tout simplement. Parce que de toute manière, vu les acteurs avec qui on est en face, ils ont des services juridiques et ils ne s'amusent pas à ce genre de choses. Vous avez un Citrix, un Microsoft, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a constaté à l'heure actuelle. Voilà. J'avais une question. Donc, côté Linphone, vous n'avez pas parlé de la communauté comme votre collègue. Est-ce que c'est important pour vous? Et comment ils le prennent si... Ah, pardon. Vous avez... un micro, ça serait mieux. Tu vas pouvoir avoir le retour. Donc, côté Linphone, vous n'avez pas parlé de la communauté comme votre collègue. Est-ce que vous jouez avec? Et comment ils prennent le fait que vous leur fassiez signer des contrats de cession de licence sur le code qu'ils produisent? Alors la question c'est côté Linphone, comment est-ce qu'on interagit justement avec notre communauté? Est-ce qu'on gère la communauté open source? Et comment prennent les personnes qui souhaitent nous contribuer du code prennent le fait qu'on leur demande de signer un contributeur agreement? Voilà. Alors, effectivement, donc, il y a une communauté open source active. Voilà, je suis toujours très contente quand en salon, j'ai des gens qui viennent me voir. Mais oui, j'utilise Linphone, mais oui, je développe sur Linphone depuis 20 ans. Voilà. Notre action, elle est assez limitée. Donc, nous, on n'utilise pas encore le forum. On est un petit peu plus archaïque. On a des mailing lists, historiquement, depuis 20 ans. Et j'allais dire que ce sont des personnes tierces à l'entreprise qui s'occupe de répondre aux mécontents, de donner de l'info sur la doc. Donc il y a une vraie entraide entre développeurs au sein de la mailing list.
Nos développeurs répondent aussi, donc soit via la mailing list, soit sur par exemple des tickets ouverts sur GitHub, mais c'est en mode best effort et on n'a pas de vraie politique d'entreprise de répondre aujourd'hui à ces demandes. C'est quelque chose qu'on a clairement envie de développer et sur laquelle on va travailler en 2025. Voilà. Et sur le fait, donc la question de la signature des contributeurs agreements, honnêtement, jusqu'ici, ça n'a posé aucun problème. J'allais dire que les personnes qui souhaitent contribuer du code, déjà, elles sont quand même très limitées. Ça va être quelques cas par an. Et en fait, ils sont toujours contents qu'on intègre le logiciel et qu'on le maintienne. Donc voilà, on n'a pas eu de problème, en tout cas, à discuter ce point-là. Bien sûr, on garde les droits d'auteur et on respecte ce droit d'auteur, bien sûr. On a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, on dirait qu'on va pouvoir conclure. Alors on peut remercier fortement Elisa et Olivier parce que c'est pas si fréquent d'avoir des dirigeants, des CEO ou des personnes très impliquées dans leur boîte qui viennent parler de sous le capot, de comment ça marche, en dévoilant les chiffres, les modèles, y compris les difficultés, ce qui n'a pas marché, la partie commerciale. Donc merci beaucoup. C'est aussi étonnant d'avoir un CEO d'une boîte de 70 personnes qui est encore sur les forums pour contribuer. Je ne sais pas si c'est un modèle complètement réplicable, ça dépend beaucoup de la personnalité et peut-être du volume aussi, parce qu'une question, ça peut être le volume de support communautaire qui est demandé, parce que si ça devient très important ou autre. Et après, il y a quand même un point global, c'est que selon la techno ou la solution, quand même très infra, semi-infra, semi-utilisateur et Nooblemine, c'est très utilisateur, messagerie. En fait, je pense que les populations, les types de demandes ou autres, ou même de contributions, ne sont pas du tout les mêmes. Donc les modèles peuvent dépendre aussi vraiment de la cible. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une distinction entre les cibles techniques, vous c'est beaucoup des techs, vous aussi en premier niveau, avec ensuite vraiment des clients, c'est-à-dire des utilisateurs, des consommateurs, où eux, tout ce qui est contribution, tout ça, c'est pas le sujet, c'est le meilleur produit, le plus fiable, qui ne m'embête pas, à un tarif, donc ils sont prêts à payer, que ce soit l'utilisateur, etc. Mais lisible pour savoir, je peux préparer mon budget, le produit vaut le coup à ce prix-là, j'y vais. Et c'est vraiment deux choses différentes. Et on en revient où le code, c'est pas un produit, et le produit, c'est beaucoup plus. Merci beaucoup à tous. On peut clôturer, puis il y aura d'autres open source Business Lab plus tard. Merci.